qui était susceptible de provoquer, je pense, en nous quelque chose qui était de l'ordre du déclic et de se dire stop, ça va trop lentement, il faut accélérer et il faut surtout prendre les vraies mesures, pas les mesurettes, pas les petits pas, mais des vraies mesures qui nous concernent tous, ces mesures, parce que ces mesures, elles veulent sans doute dire aussi tout le monde doit un peu changer son mode de vie et faire des efforts, voilà. Mais c'est surtout au niveau des gouvernements, des États, pas que chez nous, partout sur la planète, où on doit demander à tous les gouvernements d'agir, voilà. D'agir vite. Alors on sait qu'il y a des gouvernements, des États qui font tout le contraire, et aux États-Unis, ils ont pris résolument le cap inverse, qui est dramatique. Donc il y a tout ça qui existe, mais moi je suis d'abord citoyenne, je suis élue à Mont-Saint-Anne, je suis d'abord citoyenne. Je suis aussi grand-mère de plusieurs petits-enfants. Je viens d'avoir une petite fille qui a 6 mois. Franchement, imaginer son futur. Voilà, elle a 6 mois, je me dis, dans 20 ans, ce sera comment la vie sur la planète. Je me suis déjà bougé pas mal dans ma vie, mais là j'ai envie de me bouger encore un peu plus. Et je pense que là, peut-être, on pourrait tous ensemble faire ça, se bouger. Donc, il y a des petits, là, il y a des enfants, il y a des jeunes. Il ne faut pas renvoyer que sur les autres. Il faut qu'on moi je dis à nous collectif, parce que le vous, c'est stop. C'est nous tous, y compris nous, les gouvernements, les ministres, etc., les États. Alors, il y a eu, en quelques jours, il y a eu beaucoup d'actions. Et nous, jeudi, on a décidé de lancer ça et de se dire, on verra bien qui vient, mais c'est pas possible qu'on reste tranquille chez nous et que d'autres se manifestent. Voilà. Donc, merci d'être venus. On n'a pas prévu quelque chose de spécial. Donc, je voulais vous lire, si vous le permettez, juste quelques passages, si vous ne l'avez pas déjà vu, du texte qui est paru ce matin dans l'IB, c'est le texte de 700 scientifiques. Alors, je me suis dit, bon, ça devrait être assez objectif, assez clair, assez sûr, parce que voilà, il ne faut pas dire de bêtises. Et voilà, je vous en lis 2-3 paragraphes, si vous êtes d'accord, et puis après, peut-être, Pierre Asqueri devrait nous rejoindre entre 2 mariages, parce que, à Mont-Saint-Anne aujourd'hui, c'est un peu un folie, il y a tout le colo, il y a les mariages. Voilà, mais on est quand même là, on n'avait pas le choix du jour. Voilà. Alors, si vous me permettez, moi je suis Marie Sourdeau, voilà, me permettre de se présenter. Alors voilà le début du texte. Nous sommes d'ores et déjà pleinement entrés dans le futur climatique, hausse des températures moyennes et récurrence des chaleurs extrêmes, y compris dans le nord de notre hémisphère. Tout cet été, fonte des glaciers de la banquise, sécheresse au pluriel, modification de l'aire de distribution de certains animaux et espèces végétales, destruction d'écosystèmes rares et précieux, hausse du niveau de la mer, désoxygénation et acidification de l'océan, etc., etc. Les manifestations concrètes du changement climatique ne cessent de s'accumuler. Quant au futur, les projections d'impact sur les milieux, les espèces et les humains sont systématiquement revues à la hausse au fur et à mesure des nouvelles connaissances. Et pourtant, l'essentiel de la lutte pour contenir le réchauffement tarde à être mis en place. Cela suppose d'engager une révolution de nos modes de développement, de notre rapport collectif à l'énergie et aux ressources naturelles, à la consommation, à la mobilité, au logement, au loisir. Cette transformation, si elle est ambitieuse et représente un chemin bien différent de celui que nous suivons, n'est pas une utopie. Voilà, je crois qu'on peut retenir déjà ça, c'est une transformation qui n'est pas utopique. Elle repose pour beaucoup sur des solutions déjà disponibles. Diminution de la consommation d'énergie, recours à des énergies décarbonées, meilleure isolation des bâtiments, mobilité repensée évitant les moteurs thermiques, ferroutage, agriculture écologique, production locale, verdissement des villes, économie collaborative et circulaire, etc., etc. Alors cette énumération, je crois que chacun de nous peut la regarder et se dire, moi, qu'est-ce que je peux faire là-dedans? Bon, oui, nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais du coup, ce sont quand même des modifications profondes qui dépendent aussi et surtout de loi. Parce que quand on impose quelque chose, si la loi l'impose,
les industriels sont obligés de s'y plier. Rappelez-vous, les gaz à effet de serre, il y a je ne sais combien d'années, quand on a découvert qu'il y avait un trou dans la bouche d'oiseau. Il y avait le temps, non, je ne sais pas connaître. Eh bien, du jour au lendemain, l'État a interdit les bombes qui utilisaient le gaz à effet de serre, vous vous souvenez? En 3-4 mois, il n'y en avait plus une sur les étals des magasins. Les industriels ont dit, mais nous, si on interdit, eh bien, on se plie et on change. Bon, je pense que c'est un petit exemple, mais qui a fonctionné et qui devrait attirer notre attention et celle de nos représentants partout pour dire, nous, on fait l'effort, mais l'effort, il faut qu'il revienne aussi d'en haut et que par des lois, on impose là où ça doit être imposé. Voilà. Alors, si la transition est possible, elle ne va pourtant pas de soi, ça je continue mon texte. Encore faut-il se saisir des solutions, puisque notre réussite collective dépendra de l'échelle et surtout de la vitesse à laquelle elles seront déployées. C'est pourquoi se préoccuper du changement climatique doit réellement devenir un objectif politique de premier ordre. Alors, le ministre, c'était bien le ministre numéro 2, mais... Ah, Pierre. Pour être cohérente, cette transition doit être transcrite dans l'ensemble des politiques sectorielles et dans tous les projets d'aménagement et de développement, en sélectionnant les solutions permettant l'efficacité climatique et la préservation de la biodiversité. Voilà, c'est l'essentiel. Nous en appelons donc aux décideurs politiques, c'est ça le sens. Nous sommes conscients du rôle qu'ont à jouer d'autres acteurs, notamment les entreprises et la société civile. Oui, on est conscient, on veut bien. Mais il appartient au gouvernement et au Parlement de mettre en place les conditions législatives, réglementaires, institutionnelles, budgétaires et fiscales. Ça, on ne peut pas, c'est à eux. D'une transition vers une société sans carbone. Ils doivent rapidement et fortement réviser leur feuille de route climatique et la rendre à la fois plus opérationnelle et plus transformationnelle. Ils doivent accepter de prendre des mesures pour agir à long terme. Des mesures maintenant pour l'action à long terme. Voilà un petit peu, je vous invite peut-être à le lire et à le relire. Il circule, on n'est pas obligé d'acheter du livre, si vous voulez. Il circule un peu sur les réseaux, c'est là que je l'ai pris ce matin. Et ça contient pas mal d'informations. Voilà. Alors moi, je ne vais pas être plus long. Je veux juste dire qu'on a tous, nous, en tant que citoyens, quelque chose à faire dans notre mode de vie, dans nos modes de vie, de réfléchir à ça. On le fait déjà. Là, nous, on est une petite commune à Montsartou. On a déjà le maire qui vous en parlait, Gilles, qui a lancé toute cette opération des cantines bio, de l'agriculture de proximité, etc. On fait des choses à l'échelle d'une commune, on peut. Voilà, on peut le faire à l'échelle individuelle, on peut à l'échelle d'une commune. Voilà, c'est possible. Voilà comment est-ce qu'il faut que ce soit au niveau national et mondial. Voilà, c'est un peu le sens de ce rassemblement d'aujourd'hui pour qu'on soit là et que surtout on ne se décourage pas, moi ce qui se passe c'est déjà trop tard, parce que les petits qui sont là, eux, ils n'accepteraient pas qu'on ait dit c'est déjà trop tard. Voilà. Alors merci et je passe la parole à Chimaki. Bonjour à tous. Alors j'ai pas entendu tout ce qu'a dit la Courant, mais je souscris complètement. Je fais confiance à ce que j'ai vu. C'est pas tout à fait. Je ne vais pas rester longtemps avec vous parce que je dois aller célébrer les mariages. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui croient encore à l'avenir. Donc, ne serait-ce que pour eux, je crois qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Très rapidement et très brièvement, on a l'habitude de se retrouver plusieurs fois par an devant les monuments aux morts pour se souvenir des catastrophes passées. C'était plutôt militaire à l'époque. Et on a toujours un regard un petit peu critique sur ces époques, en disant mais comment se fait-il que les gens n'aient pas réagi, comment se fait-il qu'ils aient laissé faire, comment se fait-il que les choses se soient passées comme ça. À l'époque, il n'y avait pas tous les moyens de communication, ça avait tout eu d'explication. Bon, après on s'en va, et puis on rentre chez soi, et puis on se dit bon, aujourd'hui tout va bien, on est en temps paix, il n'y a pas de souci. Mais non, on est en guerre contre le dérèglement climatique. Et on est en guerre, on connaît l'issue, on connaît les échéances, on connaît les conséquences. Alors, je pense que tous,
nous qui sommes ici, et puis bien d'autres, il faut qu'on fasse preuve d'humilité en regardant le passé, en disant que les gens se sont peut-être trompés, n'ont pas fait ce qu'il fallait, mais nous aussi aujourd'hui, on ne fait pas ce qu'il faut. Or, on sait ce qu'il faut faire. On connaît, je l'ai dit, les issues, on connaît les échéances, on connaît les catastrophes qui sont là, donc il faut qu'on se prenne en charge. Il faut que, espérons qu'il en reste encore, que nos descendants, quelque temps, quand ils seront venus en mort, eh bien, ils ne salueront pas la catastrophe climatique comme étant un événement majeur dans l'histoire de l'humanité, la 6e extinction des espèces, et qu'ils ne disent pas dans 200, 300 ans pourquoi ils n'ont rien fait, pourquoi ils n'ont pas agi, pourtant ils savaient. Effectivement, on sait tous, on sait tout, on a tous les moyens de communication, on sait ce qu'il faut faire, et maintenant il faut le faire. Alors, vous êtes convaincus, je pense qu'il faut que vous portiez cette parole auprès des gens qui sont peut-être convaincus, qui sont un peu plus sceptiques. Il faut porter cette parole, et il faut porter des actions fortes, des actions politiques, mais pas que, citoyennes, on en a parlé. Il faut aller dans toutes les directions, tous azimuts. C'est une urgence, c'est une catastrophe annoncée, prévue. On connaît le scénario, on connaît tout. Donc allons-y, je vous en supplie. Faites-le pour nous, faites-le pour eux, faites-le aussi pour ceux que je vais marier tout à l'heure, que je leur fasse passer un petit message d'espoir. Mais peut-être que je leur ferai quand même passer un message d'espoir parce que voilà, une réunion spontanée, il y a du monde, et ça n'a pas été préparé depuis longtemps. Donc voilà, peut-être que l'espoir est là. Alors merci pour eux, merci pour eux. Alors, on s'est dit qu'on ne prendrait pas beaucoup de temps, mais s'il y a des gens qui veulent réagir, eh bien, oui, là. Voilà, c'est. On a lancé ça, on ne peut pas juste garder la parole nous-mêmes. Alors, approchez-vous, c'est plus simple. Monsieur Dame, bonjour, j'habite depuis une vingtaine d'années dans cette ville. Et j'en suis heureuse. J'aurais aimé que la mairie continue l'engagement qui a été fait auprès des composteurs. On voit un peu partout dans Montsartou, étant donné qu'on est de plus en plus nombreux. Et je pense qu'il faut aussi que les gens passent par là. Et voilà. Donc ça, déjà une chose, parce que de mon centre, c'est là où j'habite, dans le quartier, on est de plus en plus nombreux. Pourquoi pas, c'est bien. Cependant, on manque aussi, je trouve, de passages réguliers et plus souvent des ramassages pour le recyclage. Donc du coup, les gens recyclent mal, puisque les poubelles sont pleines, étant donné qu'on passe une fois par semaine. Et je trouve que ça aussi, il faut être extrêmement vigilant et continuer à réduire nos déchets et à comprendre également que c'est important, ça passe par nous. D'abord, nos enfants, pour leur dire aussi que c'est important pour eux, et qu'on sensibilise donc le travail qui a déjà été fait par la commune. Voilà, je vous remercie. Bonjour à tous. Moi, je ne suis pas de Montsartou, je suis canois. Et admiratif de ce qui se passe ici à Montsartou, et notamment par rapport aux cantines scolaires. C'est un exemple, et un exemple que beaucoup reproduiront, je l'espère. Le premier exemple, c'était mon ami cinéaste Jean Projo qui avait fait un film qui s'appelle toujours Nos enfants nous accuseront, pour reprendre fort justement ce que vient de dire M. le maire. Effectivement, il ne faut pas que nos enfants nous accusent un jour. Et je voudrais véritablement, nous souhaitons tous cela, savoir quelle est notre force individuelle, à savoir que nous avons le pouvoir, parce que nous avons le pouvoir de consommer, et de consommer ce que nous voulons. Donc à partir de là, je crois que c'est une clé qui est à la portée de tout le monde, et que chacun, avec cette clé, peut ouvrir un petit peu un point d'avenir que l'on souhaite lui rose. Parce qu'effectivement, il est triste cet avenir. Ne nous cachons pas, et nous le savons aujourd'hui, que c'est le lobbying financier qui aujourd'hui gère malheureusement l'agroalimentaire. Eh bien, nous n'en sommes pas sortis. Nous n'en sommes pas sortis, mais avec beaucoup de vigilance, évidemment, nous y arriverons peut-être. Merci de votre attention. Donc je voudrais en profiter pour aujourd'hui de vous rencontrer tous réunis pour vous annoncer les assises de la transition écologique et citoyenne. C'est le gros événement des Alpes-Maritimes au niveau du combat pour la transition écologique et pour le climat. Donc
c'est du 29 octobre au 2 novembre, 5 jours consécutifs, avec une centaine de conférences, de mini-conférences de 30 minutes sur différents domaines qui touchent l'écologie et la transition écologique. Donc ça se passe à Nice-Est, le campus Saint-Jean-d'Angély, le campus universitaire. Ça sera gratuit, ouvert à tout le monde. Et vous pouvez vous inscrire sur le site at06.eu. Bonne journée. Bonjour tout le monde, moi je ne suis pas du tout de Sartou, je viens de la vallée de la Vésubie. Je suis animatrice d'un groupe d'action pour le mouvement La France Insoumise et nous avions invité au printemps un représentant de la municipalité de Sartou pour qu'il nous parle de l'expérience des cantines bio mises en place il y a déjà un paquet de temps. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi de venir ici plutôt d'aller à Antibes ou d'aller à Nice. Alors, vous avez parlé très justement, les deux intervenants précédents, de la responsabilité qui est la nôtre en tant que citoyens, mais vous avez fait allusion aussi à des choix politiques. L'intervenant qui a précédé a parlé de l'impact de la finance, et je pense que dans nos responsabilités aussi, il nous incombe de faire des choix politiques qui soient cohérents justement avec cette volonté écologique de changer le monde dans lequel nous vivons. Cela ne passera que par un changement de système. Je pense que, sans vouloir aller trop loin, je pense que le capitalisme actuel, complètement débridé, est absolument incompatible avec ce que nous devons faire pour sauver la planète et surtout la vie des gens qui vont nous succéder. Voilà, c'était juste mon message. Voilà, alors on a tous plein d'idées, on s'est retrouvés. Aujourd'hui, peut-être on va pas, je ne sais pas en plus si vous avez des informations à l'écran. Maintenant, il faut se dire qu'est-ce qu'on fait. Phase suivante. On est là, on s'est réunis en 2 jours. Bon, ça va, j'aurais peur, je me dis bon, personne n'aura vu le Facebook, personne, donc ça va. Je trouve que c'est bien, c'est déjà rassurant que vous soyez là. Et maintenant, peut-être se prolonger ça par des actions, mais se rassembler pour dire, voilà, c'est comment on alerte, comment on fait remonter, comment, il y a plein de gens ici qui sont engagés dans des associations différentes, je les connais. C'est moi maintenant, voilà, on n'a pas la réponse là tout de suite, mais c'est la réflexion à venir. Donc, un Facebook ou autre sert aussi à nous réunir, il n'y a pas que des mauvais côtés. Donc allons continuons déjà sur les réseaux, et puis peut-être qu'on arrivera à fédérer quelque chose. Pendant le Festival du Livre, dans un mois, on en parlera encore beaucoup, il y aura la Couturou, Alice qui seront là, plus d'autres, on parlera beaucoup de ça aussi, parce que voilà, on n'a pas envie que le ciel nous tombe sur la tête, c'est prévu, mais on n'a pas trop envie quand même que ça arrive. Voilà, si vous avez encore des interventions à l'écran, mais maintenant, phase suivante, comment on concrétise notre volonté, pas seulement d'agir individuellement ou par commune, encore que par commune, il faut aussi le faire, pas beaucoup de communes qui se lancent, mais bon. Mais après, comment on dit, coucou là-haut, voilà, Hulot nous a transmis un message, il était impuissant, restons, il faudrait peut-être passer à une autre phase, c'est-à-dire celle de la réaction d'un gouvernement sur une urgence. Voilà. Monsieur. Merci. Mais ce qu'il faut savoir aussi, je suis membre de la France Insoumise. Ce qu'il faut savoir aussi, et nous sommes évidemment complètement partenaires de cette lutte contre le réchauffement climatique et pour cause. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que lutter contre le réchauffement climatique, ça permettrait de créer 18 millions d'emplois dans le monde. Voilà ce que permettrait la lutte pour réduire les émissions de CO2 afin de contenir le réchauffement climatique en dessous des 2 degrés centigrades, tel que le préconise l'accord de Paris conclu le 12 décembre 2015. Dans le rapport emploi et questions sociales dans le monde 2018 de l'économie verte et créatrice d'emplois, rendu public lundi 14 mai au soir, l'Organisation internationale du travail a réalisé une estimation des pertes
et des créations d'emplois induites par cette évolution de l'économie qu'elle juge inéluctable. Elle considère que celle-ci pourrait se solder par 24 millions de nouveaux postes, tandis que 6 millions disparaîtraient. Le solde induit par la généralisation de la transition verte serait donc de 18 millions d'ici 2030, ce qui n'est pas négligeable. Ça pour dire qu'effectivement, lutter contre le réchauffement climatique, ça peut avoir également des conséquences sociales inestimables. L'unique agence tripartite des Nations Unies regroupant les représentants des gouvernements, des employeurs et des salariés de 187 États membres avait déjà dans le passé travaillé sur la question des emplois verts et du travail décent. En 2013, lors de la conférence internationale du travail qui se tient chaque mois de juillet à Genève, elle avait produit un rapport indiquant des gains en matière d'emplois supplémentaires pour 2010 et 2030 de 0,5% à 2%. Catherine Saget, économiste à l'OIT et principal auteur du rapport publié, prévient qu'il ne s'agit pas ici de comptabiliser les emplois verts à venir, mais d'étudier les gains et pertes dans tous les secteurs touchés par la mutation de l'économie. Ainsi, l'OIT estime que l'action visant à limiter le réchauffement climatique à 2 degrés va se traduire par suffisamment de création d'emplois pour compenser largement les 6 millions de suppression d'emplois faites par ailleurs. Malheureusement aussi avec un dossier sur la préservation des forêts de Sophia, la première métropole de France face au réchauffement climatique. C'était le premier dossier posé à la CNAC que j'avais fait, de bord élu à la mairie de Valbonne. Malheureusement, donc, ce dossier devait être une négociation interministérielle qui n'aurait été en fait une préconisation de respect, de mesures sans regret lorsqu'il y avait des atteintes et des déboisements dans la forêt de Sophia. Parce que tu vois que peut-être dans 20 ans, on va se retrouver à replanter des forêts qui actuellement vont être déboisées pour peut-être des opérations minières. Là, c'est encore 50 000 m² sur Biot, des projets partout. Donc, ce qui se passe, moi, ce qui me semble, moi j'ai aidé à faire à l'image de Montsartou, qui a été notre modèle de la régie de Valbonne. Vraiment, merci Montsartou, parce que sinon, on n'aurait pas pu le faire, c'est certain. On a pu reprendre notre offre, on avait une eau de source, donc c'était quand même très intéressant. Ce qu'il faut, c'est pour arriver à porter quelque chose, c'est pas de travailler sur les documents. Par exemple, pendant la transition, pendant les assises de la transition à Nice, on va quand même exposer comment, grâce à la loi biodiversité, on peut arriver à réduire la consommation d'espace sur les Alpes-Maritimes. Alors, c'est des sujets qui ne sont jamais dans la presse. Moi, je pense que pour la transition, ce qui manque, malheureusement, l'organe de presse a été supprimé, c'est d'arriver à exprimer les idées. C'est-à-dire que, comme de toute manière, on est souvent avec des journaux qui deviennent des journaux d'annonces immobilières qui fait leur financement, ils ne veulent plus parler des règles de diminution de la consommation d'espace. Et alors que la loi biodiversité a permis qu'en fait, aucun de nos territoires, par exemple sur Biot-Valbonne, communes, ne sont soumis à la loi Allure parce qu'ils sont protégés par la loi paysage, parce que toutes les communes de France peuvent décider de toute manière de faire des corridors écologiques. Rien n'est inéluctable, la loi Allure elle n'est pas du tout faite pour qu'on prenne un article et qu'on bétonne tout. Ce n'est pas du tout le but de cette législation. Donc, on a le pouvoir citoyen, seulement on n'a pas la connaissance des textes, ils sont devenus extrêmement complexes. Par exemple, on a un plan de paysage qui doit le poisson en casa sur 2 tomes, ce qui fait qu'aucun élu n'arrive à le lire. Moi, je suis association enseignante, je vais le lire pendant les vacances. C'est incroyable, on ne peut plus lire les documents administratifs tellement ils sont longs et impossibles. C'est-à-dire vous aviez une carte avec des numéros par exemple d'unité. Maintenant, on vous montre chaque unité et il faut vous regarder toutes les unités pour voir que la vôtre manque. Et qu'en fait, vous allez être densifié parce que vous êtes déqualifié. C'est une technicité qu'il faut arriver à s'emparer. Et j'espère que vous allez aller aux assises de la transition. C'est très très important. Parce qu'on va pouvoir aborder des sujets que vraiment on n'aborde jamais dans la presse, que jamais FR3 ne peut relayer. Si vous voyez par exemple le déplacement de la gare, vous n'en entendez que ce qui est dit, alors qu'en fait on a réussi à le faire à travers la loi paysage. Le déplacement de la gare TGV quand même. On a eu énormément de victoires, on a eu le préfet nous suit sur énormément de choses, pour la préservation de l'environnement. Maintenant qu'il s'est rendu compte qu'en fait on lui avait montré des textes étonnants, des abrogations qui n'étaient pas des abrogations, il y avait des demandes d'abrogation. Donc on est vraiment soumis à une attention et
également travailler les documents, c'est qu'il y ait des gens qui sont des jeunes retraités qui puissent donner 1 heure, 2 heures pour lire les documents dans un objectif particulier, peut-être un objectif, par exemple, face à tel document qui s'appelle le SCOT, donc à tel principe d'urbanisation qui est de ne pas consommer d'espace naturel. Il va falloir faire ce travail de citoyen. Et ça, je pense qu'il faut que la mairie de Rouen peut nous aider, comme elle nous a aidé par la région d'eau. Vraiment, on la remerciera jamais assez. Il faut imaginer que c'est quand même une ressource qui allait être supprimée, et de l'autre source qui allait être supprimée dans les communes. Et eux, ils n'ont même pas eu les soins. Bravo. Le travail, c'est pas que de se retrouver, c'est de faire travailler dans les dossiers aussi, dans les communes, qui faire de l'intérêt. Il faut que les sources de je ne sais pas, parce que c'est difficile. Il faut abandonner, il faut faire. Je suis d'accord avec vous. C'est une nécessité. On a un choix. On a un choix. Je sais pas, c'est peut-être ça qui devrait